La situation sécuritaire du Mali fait l'objet des rencontres bilatérales entre le ministre des Affaires étrangères et certains partenaires de notre pays. C'était au cours du sommet de l'Union africaine. Les différentes personnalités se sont engagées à soutenir davantage le dialogue politique en cours pour la paix au nord du Mali. Nous parlerons également du 7e art. Il s'agit du cinéma. Ici, chez nous, les premières images constituent un riche patrimoine cinématographique conservé entre le Mali et le Maroc. Le cinéma malien d'hier à aujourd'hui, ce sera en fin de journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce tour complet de l'actualité nationale. Et nous commençons par le sommet de l'Union africaine qui a pris fin hier. Et sachez que la situation sécuritaire au Mali a fait l'objet des rencontres bilatérales entre le ministre des Affaires étrangères et certains partenaires du Mali au cours du 10 sommet. Il s'agit du sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, le ministre néerlandais des Affaires étrangères et le Premier ministre suédois. Le chef de la diplomatie malienne a également rencontré le président équato-guinéen et la sous-secrétaire américaine chargée des affaires africaines. Les différentes personnalités se sont engagées à soutenir davantage le dialogue politique en cours pour la paix au nord du Mali. On en sait plus avec nos envoyés spéciaux, Brahima Koulibaly et Boama Traoré. Si la sécurité internationale se joue au Sahel, une réponse rapide doit être trouvée à la crise malienne. C'est du moins la conviction de certains partenaires du Mali. Au 24e sommet de l'Union africaine, ils ont exprimé leur solidarité et leur soutien au processus d'Alger. Un processus qui doit vite aboutir à un accord pour restaurer la paix et la quiétude dans cette partie du Mali. Ce qui est important, c'est d'avancer sur le processus politique. Donc il est question de reprendre les consultations à Alger très prochainement. L'heure est venue maintenant d'avancer de manière décisive pour traiter les problèmes de fond qui ont provoqué tant de décennies de crise au Mali. Il y a une situation sécuritaire qui est préoccupante et on partage avec le gouvernement cette analyse. D'ailleurs, il suffit de voir aussi les pertes de la mission des Nations Unies. Mais le fond du problème est d'encourager, de travailler ensemble avec le gouvernement et avec toutes les parties pour pouvoir renforcer ce dialogue et pour arriver à une solution à la malienne. La dégradation de la sécurité au nord du Mali préoccupe l'ancien chef de l'aménagement. Albert Condors est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas. Le diplomate néerlandais dit disposer désormais des armes nécessaires pour défendre la cause du Mali. On a échangé sur la situation au Mali. Les Pays-Bas restent un grand ami de tous les Maliens. On travaille étroitement ensemble avec le ministre sur beaucoup de programmes de l'économie, mais aussi le soutien pour l'opération de paix. On va même renforcer la relation ferme entre les Pays-Bas et le Mali. Pour la sous-secrétaire d'État américain chargée des affaires africaines, la lutte contre le terrorisme international nécessite une approche globale. C'est pourquoi les États-Unis vont bientôt organiser une réunion ministérielle sur le sujet. L'objectif est de dégager une vision commune de lutte contre ces mal mondial. Une réunion contre le terrorisme international où tous les grands participants de différents pays vont être invités pour parler à ce sujet. Donc Mali étant le pays victime de terrorisme, on essaie de travailler ensemble pour prévenir le terrorisme de rentrer dans le pays. Par ailleurs, le Premier ministre suédois s'est entretenu avec le chef de la diplomatie malienne. Sécurité et économie ont dominé les échanges. Et ces communiqués avant de continuer ce journal, l'ADEMA PACJ salue l'Union africaine pour l'honneur qu'il a fait à la République du Mali en baptisant une salle de conférence au nom du président Alpha Oumar Konaré, exprime toute sa gratitude aux chefs d'État africains et de gouvernement pour cette marque de reconnaissance. Aussi, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation informe les présidents des partis politiques que la rencontre prévue le lundi 2 février 2015 à 10h dans la salle de réunion du gouvernorat du district est reportée à une date ultérieure. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation s'est compté sur la bonne compréhension de chaque président de parti politique. Ici à Bamako, la famille de l'Union pour la République et la démocratie URD s'agrandit. La section 6 du district de Bamako vient d'enregistrer de nouvelles adhésions. La cérémonie d'adhésion s'est déroulée à l'Institut des jeunes aveugles IGA. Le point avec Moussa Fani.
Les militants et sympathisants du comité de l'ADEMA-PASJ de Faladja-Sokoro ont décidé de rejoindre l'Union pour la République et la démocratie URD. Pour le secrétaire général de la section 6 de l'URD, il n'y a pas de nouveaux ou d'anciens militants. Les responsables de l'URD ont tous exprimé leur satisfaction. Le BN de la section 6, les 11 sous-sections et les 62 comités URD de la commune 6 expriment leur profonde satisfaction face à cet état de fait et demandent aux structures URD d'accueillir nos nouveaux militants avec considération qui s'y est. C'est un des socles de notre parti qui est ouvert à tous et à toutes dans le cadre justement des responsables des partis qui nous rejoignent ou des partis qui viennent pour la fusion. Ça veut dire tout simplement que nous sommes un parti vraiment républicain et démocratique. Le porte-parole des nouveaux adhérents a rassuré les responsables de l'URD de l'engagement et de la détermination de ses camarades à honorer la confiance placée en eux pour une meilleure implantation du parti. L'adhésion collective de la quasi-totalité de notre comité au parti URD est une décision mûrement réfléchie, car nous sommes convaincus de partager la même vision politique de la gestion du pouvoir au Mali. À partir de cet instant, notre regroupement va contribuer largement au rayonnement du parti URD à Faladja et en commune 6 du district de Bamako. Cette adhésion fait suite à l'arrivée de l'ex-vice-président de l'ADEMA-PASJ Ibrahima Ndiaye à l'URD. Faisons un tour dans nos régions. Première escale à Caille, où la première conférence régionale du parti CENI de Faso-Iriwaton s'est tenue ce samedi. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, à savoir le bilan des activités du parti dans la région, échangé avec les militants et sympathisants pour les élections communales et régionales de 2015. Mahamadi Alioubari. Il s'agit pour les dirigeants du parti de mobiliser leurs troupes et échanger sur la vie du parti, mais aussi sur le contenu des lettres circulaires et les élections régionales et communales de 2015. Pour la situation de la maladie à virus Ebola, leur donner aussi des explications, leur dire que l'épidémie est officiellement terminée dans notre pays, mais que la vigilance reste de mise. Profiter aussi de leur expliquer la situation sécuritaire qui prévaut dans notre pays, leur donner des éléments d'explication et leur demander d'accompagner le gouvernement de la République du Mali, dont nous-mêmes sommes partie prenante là-dedans. Ensuite, échanger sur les points forts, les points de faiblesse de notre parti, et ensuite les corriger. Nous partons d'ici vraiment confiants, parce que toutes les sections ont fait le déplacement, et ce qui prouve que le parti vit réellement dans la région de Caille. Les compétitions de 2009 l'ont prouvé, le CENI était sorti 3e de la région aux élections communales de 2009. Donc nous sommes confiants et nous sommes venus vraiment les encourager à redoubler d'efforts. Le secrétaire général et certains responsables du parti ont évoqué la position du parti dans le nouveau gouvernement, les difficultés et les perspectives dans le cadre du développement économique, social et culturel du Mali. Cette rencontre a enregistré la présence des représentants de 7 cercles de la première région. De Caille, partant à Djabali, dans la région de Ségou, le parti Union malienne de Rassemblement démocratique africain récompense certains de ses militants. C'est à la faveur d'une journée de remise à diplôme d'honneur qui a regroupé les responsables du parti et ceux des partis alliés. Le reportage est de Foussini Samaki. À travers cette journée de reconnaissance, le parti UMRDA voulait non seulement remercier certains de ses militants pour services rendus au parti, mais aussi et surtout les inviter à une grande implication pour les élections futures et l'implantation de l'Union malienne du Rassemblement démocratique africain. L'UMRDA occupe une place très très importante dans la commune de Djabali, donc ce n'est pas un hasard. Nous, UMRDA, nous avons décidé de profiter de cette cérémonie habituelle que la sous-section de Djabali organise depuis 12 ans, en même temps greffée pour une remise de diplômes de reconnaissance à nos militants les plus méritants. Dans le monde entier, Djabali est connu, c'est une ville martyre et je pense que Djabali mérite une attention particulière de la part des autorités maliennes.
Les bénéficiaires sont les membres du parti depuis l'indépendance du Mali jusqu'à nos jours. Selon les responsables de l'UMRDA, la mobilisation pour le parti et ses alliés est incontournable pour les élections futures 2015. Personne ne pouvait s'attendre qu'à la date d'aujourd'hui, on veut tenir une telle rencontre à Djabali et avec une telle masse. Et dans la section de Ségou, nous avons environ 25 conseillers municipaux. Qui connaît la situation du parti, on n'a pas ça dans toutes les sections. Et vous l'avez vu aujourd'hui, parmi les récipiendaires, nous avons non seulement des anciens qui ont milité depuis la première indépendance et qui continuent encore à guider le pas des jeunes. Autre temps fort de cette journée ont été des divers jeux concours qui ont permis aux jeunes de Djabali et environ de gagner de nombreux cadeaux devant les responsables du parti et ceux d'autres partis invités. Retour à Bamako, le collectif Cri de cœur se dit préoccupé par la situation humanitaire et sécuritaire dans le nord du pays. Les responsables du collectif étaient face à la presse aujourd'hui pour échanger sur les derniers événements à Gao entre les manifestants et la MINUSMA. Mouhoun Sissoko nous en dit plus. D'entrée de jeu, le collectif Cri de cœur a condamné les événements survenus à Gao le 27 janvier dernier, ayant fait 3 morts et 17 blessés. Pour les responsables du collectif, les régions du nord de notre pays vivent depuis quelque temps une atmosphère de ni paix ni guerre. Le constat, c'est que de phénomène en phénomène, l'insécurité devient grandissante. D'abord, par rapport aux événements de Gao, on a trouvé dommage. Nous avons fait une lecture humanitaire. La situation a créé des besoins. Les gens ont peur, les gens sont pillés, ils ne peuvent pas se déplacer. Ce phénomène d'insécurité nous interpelle et avant que le mal ne devienne grandissant, nous avons voulu aussi lancer un signal d'alarme très fort. Les victimes de la tension de Gao, composées majoritairement d'élèves, doivent bénéficier d'une attention particulière, selon le collectif Cri de cœur. Nous plaidons qu'il faut qu'il y ait une enquête pour dire qui a fait quoi et que justice soit faite pour la mémoire des victimes. Et puis ceux qui sont encore blessés dans leur chair, qu'on puisse les traiter comme cela se doit et qu'on ne pense pas que c'est quelque chose de phénoménal de 2 jours. C'est un problème réel. Aujourd'hui, nous avons malheureusement parmi les victimes des chefs de famille, nous avons aussi des enfants. Le mandat de la MINUSMA, ses actions sur le terrain et ses rapports avec les groupes armés sont entre autres préoccupations soulevées par les journalistes. Autre chose, dans ce 20h, lancement cet après-midi du 2e concours national d'orthographe et de lecture. 68 lycées de Bamako et de 4 régions vont se confronter. L'ancienne ministre Togola Marie-Jacqueline Nana est la marraine du concours qui a été officiellement lancé par le ministre de l'Éducation nationale. Moïse Traoré était à la Bibliothèque nationale et voici son reportage. La 2e édition du concours national d'orthographe et de lecture regroupe 68 lycées. Ces apprenants sont de Bamako et de 4 régions dont Tombouctou. Les régions sont plus grandes, c'est un exemple. Ils ont commencé l'année dernière avec quelques écoles de Bamako. Cette année, ils sont au niveau de plusieurs régions. Je pense qu'avec le temps, ils vont l'étendre. Au cours des week-ends et jusqu'au 2 avril prochain, les lycées se confronteront en lecture et épellation devant un jury de 10 professeurs de lettres. Si la baisse de niveau est un phénomène mondial, la crise de l'orthographe devient une nouvelle menace pour la langue française et les puristes avec les nouvelles orthographes, des nouvelles technologies de l'information et de la communication à travers les SMS. Cette 2e édition du concours national d'orthographe et de la lecture est certes le rejeton de la première édition, mais elle en diffère par toutes les innovations qu'elle apporte. Madame Togola Jacqueline Marie-Nana, marraine et ancienne ministre de l'Éducation, et le Premier ministre d'alors, Oumar Tatamdi, ont apporté leur appui à l'initiative. Une idée également encouragée par la Commission nationale des cultures africaines et de la francophonie et l'ambassade de France. Des orateurs qui invitent les enfants à s'inspirer de l'exemplarité des hommes de culture, tels l'historien Bakary Kamian et l'écrivain Ousmane Al-Bakay Kounta. On peut connaître une langue oralement, mais pour pouvoir vraiment savoir si elle est bien maîtrisée, il faudrait l'orthographe. La façon d'écrire indique le sens même d'une phrase. Et aussi la lecture, elle est importante, puisque une lecture qui est saccadée, une lecture qui n'est pas faite correctement, ça fait perdre tout le sens à la phrase. Poésie et slam ont agrémenté la cérémonie de lancement. L'art oratoire slam, c'est de la poésie interactive.
Un mot sur la maladie à virus Ebola. La fermeture des frontières n'est pas le remède contre cette maladie. Soyons seulement vigilants et observons les mesures de prévention. C'est le message lancé lors de la journée de sensibilisation dite nationale à génie des universités du Mali contre Ebola. Les activités de la journée ont été suivies par notre reporter Mamoudou Sidibé. La fin de la maladie à virus Ebola au Mali a été officiellement déclarée le 18 janvier dernier. Qu'à cela ne tienne, les étudiants, enseignants et chercheurs du supérieur se mobilisent pour que soient maintenues les bonnes pratiques de prévention contre l'épidémie. Cela est d'autant plus normal quand on sait que notre pays forme un peuple avec certains pays dans lesquels sévit le mal. Que nous puissions renforcer chaque jour davantage les relations fraternelles et d'amitié qui existent entre nos peuples et nos nations. Donc il n'est pas question de fermer les frontières. Mais faisons en sorte que ce commerce si heureux entre nous puisse effectivement n'être pas une menace pour chacun de nos peuples. Sensibiliser un étudiant, un élève, c'est aussi atteindre le plus grand nombre de la population, car il y a au moins un scolaire au sein de chaque famille, a estimé le représentant de l'OMS. Nous avons gagné la bataille, mais la lutte continue, a martelé le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La lutte continue et le message à transmettre doit être extrêmement clair. Le Mali aujourd'hui, Ebola free est une réalité, mais le Mali reste sous la menace de la maladie à virus Ebola. Après la conférence débat sur la maladie, les initiateurs ont organisé une marche allant du rond-point Babemba à la place de l'Indépendance. Sur le trajet, que des messages véhiculés. L'objectif recherché est le renforcement de la vigilance à travers le respect des bonnes pratiques de prévention. Le 2 février 2015, la communauté internationale célèbre la journée mondiale des zones humides. Le thème retenu cette année est les zones humides pour notre avenir. À cette occasion, le ministre de l'Environnement nous livre son message. Il est au micro d'Inaba. Le Mali a ratifié la convention relative aux zones humides depuis 1987. Notre pays compte aujourd'hui 4 sites de Ramsar, d'une superficie totale de 4 millions d'hectares. Il s'agit du delta intérieur du fleuve Niger, dans les régions de Mopti, Tombouctou et Ségou, du lac Magui, dans le cercle des Cailles, du lac Wignan, dans le cercle de Kolokani, et de la plaine inondable du Sourou, dans le cercle de Bankas. Le gouvernement de la République du Mali, déterminé à relever le défi d'une gestion équilibrée et durable des écosystèmes et de la biodiversité des zones humides, a élaboré un plan d'action stratégique rendu opérationnel par la mise en œuvre de programmes comme celui du développement durable du delta intérieur du Niger, financé par le Royaume de Suède. Il s'agit d'établir une vision commune et partagée de l'utilisation rationnelle de nos zones humides et de contribuer ainsi au développement socio-économique durable du Mali. Cette année, la Journée mondiale des zones humides cible spécifiquement les adolescents et les jeunes, parce qu'ils sont notre avenir. Le devenir de leur environnement, qui est notre responsabilité d'aujourd'hui, les regarde aussi. Parce qu'ils sont les meilleurs vecteurs d'une communication vers d'autres passeurs d'idées. Grâce aux nouvelles technologies de l'information qu'ils maîtrisent si bien, et pour leur donner une autre raison de faire l'expérience des zones humides, la Convention de Ramsar lance en ligne un concours mondial photo sur les zones humides. Ce concours sera ouvert le 2 février 2015 aux jeunes âgés de 15 à 24 ans. Il durera un mois. D'une journée à une autre, journée de solidarité avec le peuple cubain, le parti Sadi en a profité pour rendre hommage aux 5 héros antiterroristes cubains qui viennent d'être libérés aux États-Unis. Et nous retrouvons Mamoudou Sidibé pour son compte-rendu. Le parti Sadi s'est acquitté d'un devoir qui est rentré dans la tradition depuis 2009. Il s'agit de la célébration de la journée de solidarité avec le peuple de Cuba. Journée essentiellement consacrée aux 5 héros antiterroristes cubains qui viennent de recouvrer leur liberté aux États-Unis. Le Mali a voté des résolutions pour demander la libération de ces 5 héros cubains. Donc le Mali a participé à ce combat. Et le Mali aussi se bat aujourd'hui à travers ces résolutions pour la levée du blocus pour Cuba. Parce que Cuba est un pays d'exemple. L'ambassadeur de Cuba au Mali, très ravi, a salué le peuple malien pour sa contribution apportée au peuple cubain.
Il a ensuite évoqué les circonstances de la détention des 5 Cubains, leurs conditions de détention et leur libération. Je dirais que ce n'est pas seulement une victoire de Cuba, c'est une victoire de la justice, c'est une victoire de vous tous qui ont compris dès les premiers jours qu'il s'agissait d'une injustice et c'était partie de la politique agressive qui mène les États-Unis contre la révolution cubaine dès les premiers jours qu'il est arrivé au pouvoir. La force de l'île est l'intransigeance avec la solidarité nationale. Cette solidarité cubaine a beaucoup contribué au Mali. À Cuba, la santé est gratuite. À Cuba, l'école est gratuite. Et cette gratuité, Cuba fait bénéficier au peuple malien cela, en envoyant des médecins qui ne sont pas dans les séminaires, mais qui sont dans les hôpitaux, qui soignent de façon désintéressée. Cuba reçoit des étudiants maliens qu'ils forment dans toutes les branches de la science et de la technologie. La lutte pour la libération des 5 Cubains a abouti. Il y reste pour le parti Sali de faire face à d'autres injustices intolérables dont souffrent certains peuples innocents en Afrique, en Asie ou en Amérique latine. Bamako et Angers consolident leur lien qui date de 40 ans. Une délégation angevine conduite par le maire de la ville est à Bamako dans ce cadre. Les maires des deux villes jumelles ont fait le bilan de leur coopération au cours d'une cérémonie festive. Agali Agissa. Une coopération dans la continuité, c'est désormais l'ambition affichée par les autorités municipales de Bamako et Angers. Les deux villes sont jumelles depuis le 8 juin 1974 et l'accueil réservé à la délégation angevine en est un témoignage. Plusieurs leaders communautaires du district de Bamako se sont retrouvés à la mairie pour saluer la délégation angevine conduite par le maire de cette agglomération française. 80 associations et 29 communes animent cette vieille coopération qui mérite d'être consolidée. On n'est pas seulement amis sur le papier. Entre Angers et Bamako, il y a des vrais liens et c'est une vraie amitié que je viens consolider. On souhaite renforcer aussi les liens dans l'autre sens. Et que pour les habitants d'Angers, pour les habitants de l'ouest de la France, on découvre un peu plus le Mali. Et donc notre objectif, c'est d'avoir une journée qu'on va dédier à la culture malienne, à la gastronomie malienne, à la vie au Mali, dans les bibliothèques de la ville, dans les écoles de la ville, dans les rues de la ville d'Angers. Tout est dans l'intégration. Avec l'intégration, il y a la santé. Dans l'intégration, il y a l'éducation. Dans l'intégration, il y a l'assainissement. Dans l'intégration, c'est le développement. Le vernissage au jardin de l'hôtel de ville de Bamako a permis de constater de visu les activités réalisées dans le cadre de ce jumelage. Cette exposition pose également les jalons d'une intégration culturelle envisagée par les deux parties. Retour à l'actualité régionale, environ 300 millions de francs CFA, c'est le budget estimatif de la 4e édition des journées culturelles de l'association Guinadogon qui se tiendra de 25 au 28 février prochain à Koro. L'information a été donnée par le président de l'association malienne pour la protection et la promotion de la culture Dogon et c'était au cours d'une conférence de presse. Les détails avec Moussa Fani. L'association malienne pour la protection et la promotion de la culture Dogon organise tous les 3 ans des journées culturelles. Les manifestations de la 4e édition sont prévues du 25 au 28 février à Koro. Le thème retenu est le mariage en milieu Dogon. Selon le président de l'association Guinée Dogon, le choix du thème n'est pas fortuit. Nous avons choisi le mariage en milieu Dogon. Les gens pensent que les Dogons ne se marient pas, qu'ils volent les femmes. C'est une idée que certains ont, mais en réalité, nous étions en avance sur la société. Nous étions progressistes. L'amour, quand j'aime, tu aimes, on va ensemble. C'est ça. Et c'est ce qui est de mise maintenant. Près de 300 millions de francs CFA, c'est le coût du financement de ces journées culturelles Guinadogon. La particularité de cette année sera la rencontre de l'association avec les notables, des chefs de tribus et des fractions des régions du Nord pour parler de la paix et la réconciliation. La particularité première, c'est l'invitation adressée aux gens du Nord pour qu'ils viennent et
qu'on leur dise le langage de la vérité. La deuxième particularité, ça c'est les soins des yeux, les consultations oculaires, la chirurgie oculaire, le don de lunettes, de collyres et de suivi. Ça, c'est des particularités. Plusieurs activités sont au programme cette année, entre autres des consultations médicales, des courses de chevaux, des conférences débats, la lutte traditionnelle. L'association Open Mali tient, et cela pour 2 jours à Sélingué, la 3e session de son conseil d'administration. Au menu de cette rencontre, l'examen et l'adoption du rapport d'activité 2014 et l'élaboration du budget programme 2015. Elle entend mobiliser plus de 150 millions de francs CFA pour faire face à ses engagements, parmi lesquels l'appui à la scolarisation des enfants en situation difficile. Envoyé spécial à Abdraman Maïga. Cette retraite de Sélingué sera l'occasion pour la famille Open Mali de faire le toilettage des textes et d'élaborer le budget programme 2015 de l'association. Retrouvons ce qui nous unit. Retrouvons cette flamme qui a permis à 6 jeunes adolescents de 14-15 ans de créer Open Mali. Retrouvons cette volonté inébranlable d'aider les autres. Retrouvons cette joie inexplicable de voir autant de bonheur sur des visages si assombris par la vie. Avec un budget prévisionnel estimé à plus de 158 millions de francs CFA, Open Mali entreprendra courant 2015 un certain nombre d'activités, comme par exemple l'initiation des journées d'information et de sensibilisation sur les maladies diarrhéiques et sur Ebola, la tenue des journées de plaidoyer sur la gratuité de la scolarisation, la promotion des droits de l'enfant ou encore le renforcement des capacités des jeunes en secourisme, sans oublier la poursuite de certaines actions entreprises en 2014. En 2013 et 2014, Open Mali a été présente aux grands rendez-vous nationaux, continentaux et internationaux, à travers la participation remarquée de ses membres. Au-delà des 6 salariés permanents, Open Mali compte aujourd'hui plus de 1500 adhérents et reste l'une des organisations juvéniles les plus visibles au Mali. Autre action non moins importante, inscrite à l'agenda 2015 d'Open Mali, l'appui à la scolarisation des enfants en situation difficile. Ce projet phare a permis en 2014 à cette association humanitaire de participer à la scolarisation de plus de 2600 enfants, tout en donnant le sourire à plus de 2600 familles. Visite de sous-projets agro-industriels financés par le programme compétitif à diversification agricole. Pendant 2 jours, les membres des 2 structures d'approbation et de pilotage des réalisations ont procédé à la supervision des 10 sous-projets dans les cercles de Koulikoro et Kati et le district de Bamako. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux, Sidi Modibo Dambélé, Sorona Misoko et Moïse Traoré. La visite de terrain s'inscrit dans le cadre d'une mission de supervision des réalisations du PCDA. Elle est conjointement menée par le Comité régional d'approbation des projets, CRAP, et le Comité régional de pilotage et d'orientation, CRPO. La diversité de l'appui du programme couvre la boucherie moderne. C'est 25 millions de francs CFA et non remboursables. Et grâce à eux, il y a 24 personnes qui sont là. Il y a à peu près 37 fournisseurs qui passent chaque jour ici. On arrive à payer d'autres factures. L'apport du PCDA a fait que depuis qu'on a commencé l'installation, la physionomie même de l'exploitation a changé. Je vois la différence de croissance au niveau du feuillage de la pomme de terre. La culture de papaye et de mangue, leur transformation et la commercialisation font partie des activités encadrées par le PCDA. De même que les cultures maraîchères, telles la tomate sous serre dans la commune du Mandé. Il n'y a aucun problème pour la commercialisation, vu la qualité de la tomate. Elle est vendue aussi ici avant la récolte, les restaurants. Généralement, j'ai des commandes qui vont à l'extérieur aussi. Tout cela s'inscrit quand même dans le cadre d'un développement économique régional et même sous-régional en faveur des producteurs. Et moi, je crois que le PCDA, bon, on a dit que cette phase-là devrait terminer en juin 2015. Tout notre souhait est de voir avec les plus hautes autorités, et tout comme le ministre du Développement rural a eu à le demander lors du comité national de pilotage, de voir comment, dans quelle mesure on pourra vraiment chercher un autre financement pour continuer les activités du PCDA.
À Sikasso, les parties prenantes des projets Centre mondial des légumes financés par l'USAID sont en concertation. À l'ordre du jour, l'harmonisation des points de vue sur l'approche méthodologique et le concept du projet déploiement de technologies améliorées de production de légumes pour vaincre la malnutrition et la pauvreté. RTM Sikasso, le reportage de Fatmata Diallo. C'est auréolé de résultats escomptés dans l'exécution des projets amélioration de l'accès aux aliments nutritifs et amélioration de la production et de la consommation des légumes au Malika de Sikasso que l'AVRDC, le Centre mondial de légumes, financé par l'USAID, a initié une troisième phase d'extension du projet, intitulé Déploiement de technologies améliorées de production de légumes pour vaincre la malnutrition et la pauvreté au Mali. Le programme officiellement lancé va permettre l'accroissement de la production de la tomate, du gombo, de l'aubergine africaine, pour ne citer que cela. Au bout de 3 ans, il permettra d'encadrer au moins 6 000 bénéficiaires directs, notamment des femmes dans la région de Sikasso et de Mati. Et autour, les 6 000 bénéficiaires formeront d'autres dans leurs villages et villes, portant le nombre total de bénéficiaires à plus de 30 000. 2 jours seront mis à profit par les parties prenantes pour harmoniser leur point de vue sur l'approche méthodologique et le concept adopté. Occasion donc pour le conseiller du gouverneur de Sikasso, Amadou Diabaté, de louer les efforts de l'USAID dans le développement socio-économique des populations. Comme exemple palpable, l'impressionnant dispositif de maraîchage et de transformation des produits mis à la disposition des habitants de Sokourani dans la commune rurale de Kourou. L'engouement des populations va au-delà de nos espérances. Ce sont ces populations qui sont les cibles, ce sont elles qui sont les actrices et ce sont elles qui vont être les bénéficiaires et qui nous diront si nous avons fait le travail comme on devait le faire. Outre Sikasso, les régions de Moti et de Tombouctou seront également concernées par le projet. Dans le cercle d'Ansongo, l'élection du chef de village de Seina et de ses conseillers avait provoqué des incompréhensions. Pour trouver des solutions, l'association des efforts de soutien au développement de Seina a organisé un forum de paix les 27 et 28 janvier. Après 2 jours, tout est rentré dans l'ordre et les habitants de Seina ont même procédé à la pose de la première pierre de 3 salles de classe et une direction. Drissa Kone était présent pour le RTM. C'est à la demande des autorités locales du cercle d'Ansongo que l'association des efforts de soutien au développement de Seina AFED, appuyée par l'ONG Vibon et le ministère de la Reconstruction nationale, a organisé ce forum. Il s'est agi pour le forum d'aplanir la dissension suscitée par la récente élection du chef du village de Seina et de ses conseillers. Dans les conditions normales, c'est ce village qui approvisionne en Songo, voire la région de Gao en produits maraîchers, d'où la tenue de cet espace de dialogue pour maintenir cette position. Je fais donc appel à votre esprit de tolérance, d'amour du prochain, de fraternité de sang, pour donner une main fraternelle, car nous sommes tous des ressortissants de ce cher village. Après 2 jours de débat, les communautés Songoï et Bella, qui constituent les 53 000 âmes de Sénat, ont enterré la hache de guerre. Ainsi, le chef du village élu et ses conseillers ont été reconduits. Pour magnifier cette communion, les participants se sont déportés sur l'île de Sénat Gongo afin de procéder à la pose de la première pierre de 3 salles de classe et d'un bureau à hauteur de 20 millions de francs CFA. Toutes ces activités ont été financées par CARE Allemagne et Head Tamat au Niger. L'exécution de ce projet incombe à l'ONG Vibon. Je crois que Sénat a fait un grand pas. Les objectifs, en tout cas, qui étaient visés, sont déjà atteints. Et j'encourage la population vraiment pour persévérer et pour, en tout cas, ne plus jamais prêter le flanc à un quelconque déchirement. La traditionnelle course de pirogue entre les différents quartiers de Sénat a mis fin au forum. Nous restons dans la région de Gao où des fidèles musulmans ont participé à une prière collective au stade Kassé Keita de Gao. Cette prière vise à faire des bénédictions pour une sortie de crise. Les détails, c'est avec Boubacar Bablintouri.
Ce sont des milliers de fidèles musulmans, hommes et femmes, à prendre part à cette prière collective au stade Kassé Keita de Gao. Ensemble, la communauté islamique a prié pour un Mali uni et solidaire où tous les fils vivent en symbiose. L'initiative de cette cérémonie religieuse est du bureau exécutif régional de la Ligue islamique des imams et érudits du Mali, l'Imama, en collaboration avec le ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord. 4 fidèles à l'émission Allah Taro ont émis le souhait de solliciter un érudit pour faire des prières et invocations pour le retour de la paix et la quiétude au Mali et partout ailleurs. Ils ont été conseillés de voir l'imam Omar Al-Mahdi qui a salué l'initiative et a souhaité qu'elle soit partagée avec les autres frères fidèles, d'où la planification des 3 semaines d'information et de collecte à travers les radios de la place. Plusieurs thèmes de prière ont dominé cette séance, parmi lesquels la tolérance, l'éducation des enfants, la réconciliation, la paix et la cohésion sociale. Les musulmans de Gao ont longuement invoqué le nom d'Allah pour une sortie définitive de notre pays de cette crise profonde. On a demandé Dieu de nous accorder dans sa puissance pour qu'on n'a qu'à avoir de paix au Mali entier et toute l'Afrique. On n'est pas parfait. Les autres, hommes que nous sommes petits. Excusons-nous pour que Dieu nous excuse, pour que Dieu accepte nos pardons. Auparavant, des dons en vivres ont été faits dans les 99 mosquées de la cité des Askia au profit des personnes en situation difficile et des malades de l'hôpital de Gao. En espèces, plus de 6 millions de francs CFA ont été donnés par des bonnes volontés pour l'organisation de cette prière dédiée à la paix au Mali. On en vient au dossier culture de ce soir et nous nous intéressons au cinéma malien. Ce 7e art est né avec l'accession de notre pays à l'indépendance. Ces premières images constituent un riche patrimoine cinématographique à conserver entre le Mali et le Maroc. Malgré les problèmes de financement, les cinéastes maliens font des productions respectées sur le continent. Aujourd'hui, ils espèrent beaucoup sur l'alimentation d'un fonds promu par l'État depuis 1998. Le cinéma malien d'hier à aujourd'hui, un dossier signé chez Omar Sangari. De 1960 à nos jours, le cinéma malien a joué sa partition dans l'avènement de la démocratie, la cohésion sociale et la promotion de notre riche patrimoine culturel. Très tôt, il s'est inspiré essentiellement des problèmes sociopolitiques et s'est érigé en reflet de sa société. À partir de 1964, il a pris une tournure importante dans l'information et la sensibilisation des populations. C'est là, grâce aux accords de partenariat avec la Yougoslavie relatifs à la post-production et à l'archivage du patrimoine cinématographique de notre pays. Ces accords ont permis chaque année de produire une dizaine de numéros d'actualité, souvent plus. Et ça passait dans les salles. Mais après la chute du mur de Berlin, la Yougoslavie étant dans l'incapacité de fournir au Mali une bonne gestion de ses archives, a sollicité que le Mali prenne ses archives. Bon, suite à des démarches effectuées par l'État, le royaume du Maroc a bien voulu garder les archives. Ainsi, les images de la première décennie du Mali indépendant sont archivées au Maroc. D'autres tout aussi importantes se trouvent dans la salle d'archivage du Centre national de la cinématographie du Mali, CNCM. Cette structure en charge de la gestion du cinéma malien regroupe des spécialistes de différents domaines du 7e art, comme des opérateurs, des acteurs et des réalisateurs. Le réalisateur, c'est lui qui dirige les comédiens, il sait où placer la caméra, il assiste aux répétitions, il fait le casting, et sur le terrain, c'est lui qui est en fait une espèce de coordinateur. L'acteur qui joue dans un film est comme un prêcheur, il est un conseiller. Le comédien de théâtre ou l'acteur de cinéma, moi je crois que c'est les plus grands pédagogues et c'est eux qui soignent un peu la société. L'opérateur venait le matin pour vérifier la bobine du film, puis nettoyer et chauffer l'appareil de projection. La nuit, il revenait pour projeter le film. Le cinéma malien a beaucoup évolué avec le temps. Aujourd'hui, avec ses propres moyens, le CNCM peut produire une œuvre cinématographique du